Bonjour à tous et bienvenue dans Street Foot, l'émission sportive dédiée au football africain, maghrébin et international. Je vous rappelle qu'il est possible de nous suivre sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Nous allons parler aujourd'hui donc de la Ligue des champions d'Afrique, la Coupe de la CAF aussi, donc on connaît nos deux vainqueurs. On va parler de la Ligue des champions européenne avec le 14e sacre du Real de Madrid et nous terminerons par les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, zone Afrique. Pour cela, je serai accompagné de 4 chroniqueurs. En commençant, on va faire un petit tour de table très rapidement par Raïd, le spécialiste du football tunisien. Bonjour Raïd. Bonjour Anis, bonjour à tous. Mohamed, le spécialiste du football égyptien, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Anis, bonjour à tous. Fatah, le spécialiste du football marocain. Bonjour Fatah. Bonjour Anis et salam à tous. Et on termine par l'agent de joueur professionnel Tarek. Bonjour. Salut à tous, ravi de vous retrouver. C'est vrai que ça fait 2 émissions que j'étais pas là. Bon, tu nous as manqué en tout cas. Moi aussi, vous m'avez manqué. Alors, on va parler on va commencer par la Ligue des champions d'Afrique. La Ligue des champions d'Afrique avec le 3e sacre des hommes de Walid Regragui, vainqueur hier du Grand El Ali. 2-0. 2 buts qui ont été marqués en début de match, à la 15e minute et en deuxième mi-temps. On va faire un petit tour de table très rapidement en commençant par Fatah par exemple. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? C'était une belle finale, aussi bien sur le terrain que dans les gradins. Maintenant, effectivement, on s'attendait à un gros match entre deux poids lourds du continent, même si évidemment l'Ahli est bien au-dessus en termes de palmarès. Pour ce qui est du terrain, en fait, on a vu que c'est Louis Ded qui a laissé le ballon à l'Ahli, chose que l'Ahli ne sait pas forcément bien faire. Et une possession de balle assez stérile. C'est vrai qu'hier, il y a eu une possession de balle un peu plus du côté égyptien, mais on a senti les 66% contre 66, voilà. Après, en termes de tir cadré, on a vu qu'ils ont attendu la 70e pour avoir une frappe. Exactement. Qui a été arrêtée par le gardien du Wydad, Ternauti. Moi, je pense qu'au-delà de la victoire du groupe, c'est aussi la victoire d'un homme, parce que Regragui, on s'aperçoit qu'il a fait du très bon boulot pour sa première année au sein de ce club. Il a concerné et responsabilisé tous les joueurs, ce qui n'était pas chose facile parce qu'en janvier, il n'a pas pu recruter. Il y a eu pas mal de départs aussi du côté du Wydad et il y a eu des véritables révélations hier avec des gros matchs, notamment de Achraf Dari en défense centrale. Le gardien qui a fait 2 super arrêts à la 81e et à la 83e minute. On a vu également l'importance du pivot Jabran. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est un 2-0 mérité, même si effectivement l'Ahli, peut-être que Mohamed nous le dira, aurait pu peut-être égaliser ou réduire la marque. Voilà ce que j'ai à dire dessus. Un bon gardien du Wydad hier. Ce que j'aurais aimé que ce soit Chenaoui qui soit le bon gardien. Malheureusement, c'est un peu la logique. Des arrêts en phase de poule, des buts pris en phase de poule où il saute bizarrement. Pareil contre Sétif, on aurait pu se dire que c'est des fautes de vigilance, on est déjà gagnant de plusieurs buts, donc on peut se permettre ce genre de fautes. Malheureusement, aujourd'hui, on ne gagnait pas du tout. Je crois qu'il y avait même une frappe sur le poteau ou la barre, juste avant qu'il prenne le but. Une frappe de Mpenza. Ouais, il prend ensuite le but. Donc bon, c'est un Chenaoui moyen. Et ensuite, pour moi, sur le premier but, il ne peut pas faire grand-chose. C'est une frappe... c'est une frappe que le joueur avait marqué quasiment la même à la El Moutaraji qui met une frappe à la 15e minute, imparable, on ne peut pas dire grand-chose. Après, c'est vrai que le Chanaoui, peut-être que sur le deuxième but, il peut peut-être un peu mieux capter le ballon. Maintenant, une possession de balle plus du côté égyptien, un réalisme du côté marocain. Rai, tu l'as vu comment ce match ? Après, on parlait de la possession. Moi, je suis pas forcément d'accord dans le sens où c'est normal. Quand Louis Ded marque le premier but, elle va laisser le ballon à l'air. C'est logique. C'est à eux de faire le jeu, c'est à eux d'égaliser. Donc forcément, toute la dernière demi-heure de la première mi-temps, forcément, c'est l'air qui essaye de revenir au score. Donc Louis Ded a laissé tranquillement le ballon à l'air. Après, on l'a vu, comme l'a dit visiblement Regragui hier en conférence de presse, ça a été la même physionomie que la finale entre le Real et Liverpool, où vraiment Louis Ded a vraiment serré le jeu au milieu de terrain. Darin n'a laissé aucune chance à Persitao, donc peut-être que sur la composition, peut-être que Picou Motsemani s'est trompé sur le numéro 9, quand on voit que vraiment il a vraiment
pas pesé du tout pendant les 90 minutes. Physiquement, Achraf Dari, voilà, c'est un joueur imposant. Percy Tau, c'est un Sud-Africain, petit gabarit qui va très vite. Voilà, il a vraiment pas été dangereux du match. Après, Louis Wydad, je pense qu'ils ont poussé au début de première mi-temps et début de deuxième. Et ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont marqué en première mi-temps à la 15e et je crois qu'à la 50e, je crois ils ont mis le deuxième but. 48e. Donc voilà, ils ont fait. Voilà, je pense qu'en fait la tactique de Walid Regragui a marché vraiment à la perfection. Et pour les Ahly, peut-être se demander s'il n'y a pas une défaillance mentale, se dire que peut-être qu'avant le match, ils étaient déjà dans l'optique de se dire que voilà, bon, on sait que voilà, le match a été à Casablanca, c'était à l'extérieur, c'était déjà compliqué avant même le coup d'envoi. Peut-être que mentalement, ils n'ont pas été assez prêts pour parce le que match. rappelons à nos téléspectateurs, le match a été joué donc au stade Mohamed V, à l'extérieur, au Maroc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile, hein, c'est pas un terrain neutre. Maintenant, El Ahly a l'habitude de jouer ce genre de match. On se rappelle contre le CSS, le club sportif sfaxien, lorsqu'ils sont partis s'imposer, contre l'Espérance également, ils sont partis s'imposer à Tunis en 2012. Après, c'est des matchs aller-retour. C'est des matchs aller-retour, effectivement. C'est différent. Mohamed, tu trouves que l'équipe égyptienne aujourd'hui d'El Ahly, il y a une fin de cycle ou pas? Je pense que c'est pas vraiment une fin de cycle, je pense plutôt qu'il y a quand même une certaine logique aux 2 derniers succès. Il faut rappeler que les 2 derniers succès, ils se jouaient à huis clos les finales. Donc on pourrait quand même dire qu'il n'y avait pas la pression des supporters. Aujourd'hui, on joue une finale avec une ambiance extrêmement compliquée. Donc ça change complètement la donne. Donc je pense que ça peut expliquer ça. Je pense que ce n'était pas réellement des hommes qu'on a eu sur le terrain. On l'a vu aussi parce que ces joueurs-là composent à peu près 80% de la sélection nationale égyptienne. Quand ils sont partis au Sénégal jouer à Diamniadio, on a vu qu'il y avait énormément de joueurs d'El Ahly qui tremblaient et qui n'arrivaient plus à rien faire face à la pression. Donc je pense qu'aussi la pression au Maroc a énormément joué et que les 2 dernières années où il n'y avait absolument aucun supporter a plus été un avantage pour nous, vu que depuis 2012, depuis Boursaïd, on joue sans supporter. Je pense qu'on avait cette habitude-là par rapport aux autres équipes. Donc je pense que vraiment l'aspect supporter il joue énormément. Et on le sent en plus dans les 3 derniers matchs, hein, c'est quand même une année un peu compliquée pour les Égyptiens. Autant en club qu'en équipe nationale. Quand même, il y a la qualif Coupe du Monde, qui était justement l'objectif pour le président de la fédération, l'ultime objectif, avec Kéros. C'est pour ça que Kéros n'est pas resté. Il y a la CAN, et là aujourd'hui, hier plutôt la finale. Ça fait quand même beaucoup. Après, les Wydadi, ils ont pas démérité. Franchement, ils ont très bien joué. J'ai été très séduit par le jeu produit hier. Et j'ai été même très surpris parce que quand j'ai vu le pourcentage de possession, que 34% pour les Wydadi, mais je me suis dit, j'ai vu que les Wydadi créent des occasions. Donc ça m'a vraiment surpris. Après, j'étais un peu déçu, même s'il a eu 2 grosses occasions de Guillaume Benza. Je pensais qu'il allait marquer pour le connaître personnellement. Mais ça reste quand même un bon attaquant et jeune. Après, je pense que sur ce match-là, il n'y a pas photo. Hein. Les Wydadi ont maîtrisé le match de manière générale, mais on sent le El Ahly quand même affaibli, et même physiquement, où il faisait vraiment la différence avant, et aujourd'hui on sent qu'il y a certaines équipes qui arrivent à rivaliser. Hein. Le coach Raid, donc Mossiman, a-t-il mis du temps à faire rentrer des joueurs de qualité et d'expérience comme Walid Soliman par exemple, ou encore Amr Saïd? Pourquoi Amr Soleh, je comprends pas pourquoi il est pas titulaire, mais Diafsa, concrètement c'était le meilleur joueur de l'Air il y a 2 ans quand ils ont gagné la finale face aux Zamalek, même l'année d'après il a confirmé. Donc cette année, ces joueurs-là, je les vois pas forcément titulaires, donc peut-être que Mohamed va surtout que Walid Soliman et Amer Soleil auraient pu faire la différence hier, surtout sur ce type de match. Avec l'expérience qu'ils ont, ils auraient pu rentrer peut-être un peu plus tôt. Quand on les fait rentrer à 15-20 minutes à la fin du match, t'en penses quoi toi, Mohamed? Amer Soleil, c'est assez explicable vu qu'il revenait de blessure, donc il revenait de blessure. voulu le faire jouer, mais je pense quand même qu'il aurait pu le faire sortir à la limite à la 50e ou à la 45e, juste le fait de bien entamer le match de façon sereine, et ensuite on continue avec d'autres joueurs. Walid Soliman, ça fait un moment qu'il est remplaçant, donc je trouve que ça suit un peu la logique. Après, c'est un joueur très talentueux qui peut faire des fulgurances et qui peut. Moi, je suis très déçu de Percy Tau parce que moi, j'ai suivi son évolution et vraiment, c'était un joueur vraiment qui était promis, on va dire, une carrière quand même beaucoup plus grande que ça. Et au final, on le voit, en Afrique, il fait pas la différence, complètement. Par contre, et je l'ai vu en équipe nationale aussi. Avec l'Afrique du Sud, c'est pas terrible. Percy Tau, qui était en Angleterre à Brighton juste avant de signer à El Ahly. Il n'était pas en Anderlecht ce jour-là, par exemple? Juste avant, il était en Belgique. Juste avant en Belgique. Brighton. Et donc, s'ils l'ont pas gardé, c'est que ça n'a pas réussi. Après, je pense que aussi le critère financier aussi a joué beaucoup à El Ahly.
parce qu'il est beaucoup mieux payé en Égypte qu'en Belgique. Mais franchement, il stagne. Troisième Ligue des Champions donc pour le Wydad qui égalise le Raja Casablanca. Quel avenir pour Walid Regragui au sein de cette équipe? Quel avenir, je ne sais pas, parce qu'il est encore en lice pour le titre de champion de la Botola. Il va jouer un quart de finale face au Raja en Coupe du Trône et peut-être jouer une super Coupe d'Afrique historique et inédite entre deux clubs marocains. Maintenant, pour en revenir plutôt au match, j'ai trouvé moi que le bloc équipe du Wydad était beaucoup plus compact que celui du Ahli, et on voyait que dans la relance ils avaient beaucoup de mal. D'ailleurs c'est là où Guim Penza était super utile, parce que sur le premier but on voit qu'il presse le défenseur, qui fait une mauvaise relance et qui est récupéré par Al-Hassouni, qui la donne au buteur Moutaraji qui déclenche sa frappe. Après moi ce que j'ai pas compris, c'est que les Égyptiens, peut-être que Mohamed va nous l'expliquer, abusaient des relances longues. Et en fait, quand tu vois que tu as Persetao qui est de petit gabarit, tu comprends pas pourquoi ils font des relances aussi longues, sachant que Dari et Farhan derrière sont beaucoup plus grands. Je pense qu'au milieu de terrain, ça a fait la différence. Le milieu de terrain, moi je pense écrasés, on va dire. Exactement. Il y a aussi un pressing du côté marocain qui fait que les relances étaient obligatoires du côté exactement. égyptien. On sentait que même à la 80e, même à la 75e, on voyait qu'ils revenaient toujours constamment derrière au lieu d'aller jouer vers l'avant alors qu'ils étaient menés 2-0. Maintenant, comme l'a dit Raïd, je pense que Dieng au milieu de terrain, malgré que ce soit un international malien, il n'a pas fait la diff. Tout le contraire de Gebran, qui a coupé les transitions, qui a orienté le jeu, qui est à l'origine du deuxième but, qui récupère le ballon dans sa surface, qui fait une ouverture côté droit et qui arrive qui arrive au pied de Hamloud, qui centre pour Moutaraji. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la grinta et l'envie de bien faire devant le public. Après, c'est vrai qu'ils jouaient à domicile, mais bon, c'est pas la première fois qu'on va voir des équipes ne pas. Alors, ça peut être une pression négative aussi pour l'équipe qui reçoit, tu vois. Vous y pensez quoi? Enfin, vous en pensez quoi, vous, aujourd'hui, de faire un seul match et sur une seule finale, un peu comme se fait en Europe? Ça marchera pas. C'est mieux de faire un aller-retour? Non, bah oui, déjà d'une part par rapport, on va dire, à la grandeur de l'Afrique. Aujourd'hui, on peut pas. Aujourd'hui, si tu as un Mazembe Sundowns en finale de Ligue des Champions et que tu le fais à Alger, par exemple, c'est qui va aller voyager? Il y a personne. Tu vas te retrouver avec un stade vide. Donc c'est pas possible. Aujourd'hui, on peut pas. Aujourd'hui, ça passe parce que depuis des années, pour la plupart, c'est des finales maghrébines d'Afrique du Nord. Donc à la limite, ça peut passer. Mais un de ces quatre, à un moment donné, tu auras le Mazembe qui va revenir, ou Sundown, ou l'équipe de Petro Luanda qui a fait une très bonne saison en Ligue des Champions cette saison, qui peut éventuellement aller en finale l'année prochaine. Tu vas la faire en Afrique du Nord, tu vas te retrouver avec 5000 personnes sur un stade qui peut en comporter 50, 60, 70. Mohamed, Mossiman est-il visé par des critiques? Je pense que oui, mais va-t-il garder son poste? Garder, je pense qu'il est peut-être sur le départ là, vu qu'il a été très très critiquable durant toute la saison. Le fait de faire jouer parfois Persetao en faux numéro 9, ça n'a pas payé au lieu de Mohamed Cherif par exemple qui avait beaucoup plus d'expérience, même s'il est irrégulier et inconstant. Le fait de toujours changer de charnière centrale, certes il y a eu des petits pépins physiques de part et d'autre avec Abdelmenam qui ne joue pas aujourd'hui parce qu'il a eu des soucis, Badri Banoun aussi, mais toujours ne jamais garder la même charnière centrale 2 matchs de suite, c'est compliqué. Donc le milieu de terrain... Le joueur du Mozambique qui joue au Simba, il devient quoi en fait Effectivement, qu'ils ont acheté... Ils ont acheté $900 000. Mikisoni, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient Je crois qu'il n'était pas marqué sur les listes de Ligue des Champions. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il était venu peut-être après. Mais pourtant, la charnière centrale de l'Ali hier, c'est celle qui a joué les 2 matchs barrage face au Sénégal. Ayman Ashraf, il y a Ayman Ashraf et ils étaient titulaires. Non, c'était El Wench du Zamalek et Abdelmenam Del Ahli qui jouait du premier match en défense centrale. Parce que hier c'était Brahim et Ayman Ashraf, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça la défense centrale. Après, c'est vrai qu'il faut aussi souligner que l'Ahli manque Benoun et leur arrière droit qui s'est blessé. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas là. Et Abdelmonem aussi Abdelmonem, l'arrière droit qui a fait.
Après, effectivement, on voit que c'est vrai que ça toussait déjà en phase de poule. Ali a perdu 2 fois face à Mamelodi. Rappelons que Ali revenait d'une Coupe du Monde très honorable. Il y a aussi ça, le fait d'enchaîner les matchs. Qu'est-ce que t'en penses, Tarek ? Il y a ça aussi, ils sont usés entre l'équipe nationale. Ça joue aussi moralement quand tu perds 2 matchs importants. On l'a vu d'ailleurs, on en reparlera après, en finale de Ligue des Champions. Et Mohamed Salah, il est carbo, hein, ça leur a fait mal. D'ailleurs, on a vu Mané, pas un grand Mané non plus, bon, on en reparlera après. Après, sur l'avenir du coach, je pense qu'il s'inscrit en pointillé, comme disait Mohamed, parce que de toute façon, El Ahly, c'est un club à ambition. Hein. Si tu fais pas l'affaire, si tu gagnes pas les titres, tu pars. Maintenant, il peut rester, ça dépendra. C'est justement quand même 3e finale, mais il a du crédit quand même. Ouais, c'est vrai. Mais on est très très dur vis-à-vis de. Mais voilà, vous êtes très très dur et les supporters égyptiens, ils mettent la barre haute. Voilà, à l'image des grands clubs africains. Kéros, même si c'était marqué sur son contrat, il est arrivé quand même en finale et ça s'est joué au pénalty et malgré ça, il est parti. Ouais, et puis il faut rappeler que Pitsoumout Semani, s'il aurait gagné, il aurait rejoint le Portugais Emmanuel Jollet dans les entraîneurs qui auront gagné 4 Ligues des Champions en Afrique. Voilà. Et c'est pour ça que et que Manuel Rosé qui en a pris 4. Donc ça reste quand même un très grand entraîneur en Afrique. Donc on parlait de lui, Mohamed, on parlait de cet entraîneur à la sélection égyptienne. C'est un peu tous les noms qui reviennent. On parle beaucoup de personnes, c'est surtout des rumeurs. Mais moi, je pense qu'ils vont garder un local. Alors pourquoi pas le retour d'Ossam El Badri ? Moi, je pense qu'ils vont garder un local. C'est pas l'entraîneur des Pyramides qui a été nommé Galel. Oui, c'est lui. À la tête de la sélection nationale. C'est lui. Mais d'ailleurs, ça m'a étonné que Kéros vienne en Égypte parce que justement, Sissi, le président Sissi, avait dit que justement, il voulait plus d'entraîneurs étrangers. Mais au final, ils ont recruté Kéros. Mais c'était justement après l'échec de Hossam El Badri qu'ils ont pris Kéros. D'accord. Parce qu'on avait eu. Ouais, voilà. Rappelons également que El Ahly a du mal en championnat en ce moment. On a l'impression que les joueurs sont assez carbonisés. Ils sont 3e de leur championnat derrière Zamalek et Pyramides. Même s'ils ont 2 ou 3 matchs. D'accord, 2 ou 3 matchs. Ça, c'est le problème quand tu as une équipe qui est composée, une équipe nationale, par exemple, qui est composée 80% de. Voilà, dans une moindre mesure, il y a El Hilal Omdurman aussi au Soudan, qui a 90%, 95% de leur équipe, c'est pareil. Et tu les vois en fin de championnat, ils sont carbo, les gars. Même en championnat, ils font rien. Si tu regardes les problèmes de l'Ali hier, c'est un peu les problèmes qu'ont rencontré la sélection égyptienne, parce que, comme on l'a dit, ils sont composés de joueurs de ce club, mais c'est un peu les mêmes problèmes au milieu, ça fait pas de jeu en fait. Il n'y a pas de joueurs créatifs comme il y a eu avec Aboutrika, etc. Et tu sens qu'au milieu de terrain, c'est que c'est des athlètes, c'est vrai, mais après c'est beaucoup de joueurs qui vont avec l'envie et beaucoup d'impact physique. Ouais. Mais techniquement, ils ont quand même eu le ballon hier, les Égyptiens. Ils ont eu quand même une possession de balle assez stérile, c'est vrai. Mais ils ont eu le ballon, mais ils ont fait une frappe cadrée à la 75e. C'est ça. Tu vois. Non, mais c'est une finale. C'est une finale. Quand tu t'es mené au score, on te laisse le ballon. Et c'est là où Regragui. Il faut le garder le ballon. Oui, aussi, bien sûr. Donc, mais c'est là où Regragui, je pense qu'il a marché sur Pizzo. Clairement, tactiquement. On sentait l'envie du côté du Wydad beaucoup. Et après, on est peut-être obligé un peu d'en parler un peu. Je pense que du côté de l'Ali, je pense qu'il y a eu pas mal d'énergie qui a été bouffée avec ces histoires de tasse, de vouloir remettre en cause le stade. Et je pense que ça a bouffé pas mal d'énergie parce que pendant un mois, c'était. Moi, j'ai failli croire qu'il y avait une nouvelle crue du Nil, tellement il y a eu de la pleurniche. Et je pense qu'inconsciemment, les joueurs, ils ont peut-être. Non mais clairement après il faut de base on va dire que le Wydad est quand même avantagé. Je pense que moi Léal il est venu justement à Casa en se disant que c'était pratiquement mission impossible et on l'a vu de toute manière sur le terrain, ils avaient pas faim, c'était pas agressif, il y avait rien en fait hier. Hier, vraiment, Léal, ils n'ont rien montré. Ils étaient forts sur coup de pied arrêté de Maloul ou des corners de Maloul. Corner, c'était un peu dangereux. J'aurais pu égaliser sur une tête du défenseur central de Léal où Tegnaouti c'était complètement loupé. Il n'a pas cadré le ballon. À ce moment-là, ils auraient pu égaliser. Bon, rappelons que Léal aurait pu être la seule équipe à avoir gagné 3 Ligues des Champions de suite. Maintenant, les résultats sont quand même là. C'est quand même une équipe qui, aujourd'hui, est tout le temps au dernier carré. Ils font une très bonne Coupe du Monde des clubs. Le football égyptien a du mal ces derniers temps, surtout avec cette canne ratée et puis cette qualification à la Coupe du Monde qui passe sous le nez.
Moi, je pense qu'il faut. Vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Moi, je pense qu'il faut remettre les joueurs hier, ils avaient la possibilité de sauver leur saison parce qu'ils sont pas au mondial. À la CAN, ils ont perdu au tir au but. Donc hier, peut-être que pour eux, c'était un vrai challenge de gagner. Et comme l'a dit Raïd, c'était aussi l'occasion pour Al-Ahly de gagner 3 finales de suite. Donc c'était un vrai challenge pour eux. Après, est-ce qu'on en parlait beaucoup de cette finale avant le match d'hier? Parce que y avait-il cet engouement qu'on cette connaît, pression plutôt cette peut-être pression d'avoir un peut-être, troisième sacre. ou est-ce que les gens attendaient vraiment ce 3e sacre d'affilée? Je pense, là, vu ce qui se passait, c'était plus, on cherchait plus des critiques que finalement supporter les joueurs. On cherchait plus la petite bête du côté marocain. Qu'est-ce qui se passerait mal du côté marocain pour pouvoir en parler et se trouver ensuite des excuses si ça allait mal. Donc franchement, on était déjà dans une mauvaise optique. Plutôt que de parler d'un triplé historique que personne ne ferait, plutôt que même de s'imaginer peut-être affronter le Real Madrid en finale de Coupe du Monde des clubs, on pensait plus à ce site a été fermé par les autorités marocaines, on ne peut plus acheter de billets. C'était politique. Voilà, après, le hic dans cette histoire, c'est que ça s'est joué au Maroc. Après, ils le savaient d'avance. Je dis pas que c'est un prétexte. Et au final, on a vu que les Marocains, ils étaient au-dessus. Après, c'est le seul hic en fait de cette finale. Rappelons que le stade, on en avait parlé dans la dernière émission. Fatah nous l'avait expliqué. Ça a été choisi. Oui, ça a été choisi depuis février. C'est comme si on trouvait le PSG aujourd'hui en finale de Ligue des Champions au Stade de France. Voilà, c'est pas exactement ça. C'est pas un privilège. C'était juste que ça a été voté avant et puis c'est tout. Et puis des équipes qui ont perdu à domicile au Mondial. Le Brésil a perdu 7-2 face à l'Allemagne. 7-1. Face à l'Allemagne, pendant les barrages, on a bien vu que recevoir à domicile, il y a des sélections qui n'ont pas gagné à domicile, qui ont perdu. Donc ça peut être une bonne pression, comme ça peut être quelque chose qui peut se retourner contre ta propre équipe. C'est pas si facile que ça. Je pense que même sur un match à huis clos, là, il aurait perdu. Parce qu'au final, les supporters, ils changent pas le fond de ton jeu finalement. Bien sûr. Moussimane a fait hier, ils ont été au-dessus, c'est pour ça que je dis que c'est la victoire de Regragui. Regragui, tactiquement, il a joué en 4-1-4-1 et tout le monde voulait vraiment ce titre pour se rattraper de celui de 2019. Bien sûr, pas sûr, Raïd, que si ça se jouait à huis clos, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais clairement, il y a clairement un avantage, surtout en Afrique. Surtout avec le public du Wydad. C'est particulier, c'est... Quand tu joues on a entendu que les Marocains. Moi, je cherchais les supporters égyptiens. Il y avait quand même une tribune qui était pour les... Je pense que c'est des résidents qui sont au Maroc. Mais clairement, quand même, tu as un avantage. Il ne faut pas non plus se cacher derrière ça. Je pense que ça aurait été à huis clos. Déjà, l'envie des joueurs du Wydad, c'est les supporters. Ils n'ont pas de supporters. Je les vois moins avoir la dalle sur le terrain. Faut pas se le cacher. Après, voilà, sur le match, c'est vrai qu'il n'y a pas débat. Vraiment, l'Al n'a rien proposé. Et il n'y a pas de polémique à se dire s'il mérite ou non. Et d'ailleurs, il faut féliciter encore une fois Gomez sur l'arbitrage. Ça reste quand même le meilleur arbitre en Afrique. Je pense parce qu'il n'est pas corruptible, mais ça c'est mon opinion personnelle. Il faut saluer, parce qu'il n'y a pas eu de... Non. À moins que si vous en avez vu de l'autre côté. Non, il n'y a pas eu de... Franchement, il a de faute. Oui, mais il a bien maîtrisé ce match-là. Peut-être qu'un autre arbitre aurait fait autre chose. Et ça, il faut le saluer. Et pour revenir à ta question, pour moi, un format à un match pour la finale, je pense que c'est très bien. Pourquoi les Européens, les Asiatiques, les Américains, tout le monde fait une finale? Pourquoi on passe à un aller-retour? Ça, je ne comprends pas. Voilà. Alors, le seul hic que je dis, c'est que ça s'est joué au Maroc, mais je voulais juste mettre une petite parenthèse longtemps en avance. Une petite parenthèse, c'est vrai que l'arbitre hier a tenu son match, mais je tiens aussi à souligner ce fair play sur le terrain. On a vu plusieurs fois des fautes et puis les joueurs se relever. Voilà, on a eu aussi ce fair play qui était très important et c'est bien également de le voir. Mais justement, ça montre aussi qu'il n'y avait pas d'agressivité chez les Égyptiens. Moi j'ai vu ces petites phases où tu vois l'Égyptien relever le Après il y avait de la malice. Tu sais, normalement t'es en finale, on se fait pas de cadeaux là, tu vois. Ils étaient un peu trop en détente, je trouve. Mais on reconnaissait la malice de Chenaoui quand il y a eu la barre transversale d'Mpenza où il fait mine que les ballons sont dégonflés, donc pour essayer de ralentir le temps fort du Wydad, ça il y a toujours cette malice. Mais comme le ballon qui avait du mal à revenir à la fin du match. Bien sûr, ça se fait même en première ligue. Exactement. Mais pour en revenir à Victor Gomez, j'ai l'impression que les arbitres maintenant avec les sélections ou les clubs égyptiens, ils sont beaucoup plus à cheval sur la discipline. Ils ne laissent plus rien passer. J'ai l'impression depuis ce qui s'est passé un peu à la CAN où ils étaient vraiment très vindicatifs et là ça distribue les cartons rouges.
complètement. Après, Ils sont beaucoup plus stricts maintenant. Messieurs, que retiendront-on de cette phase finale, de cette Ligue des Champions remportée par le Wydad, Raïd? Bah voilà, je pense que le Wydad, son recrutement numéro 1, ça n'a pas été les joueurs, c'était plutôt Le coach. l'entraîneur. Ouais, le coach, Greg Ragui, qui est clairement fait que cette équipe aujourd'hui gagne cette coupe. Il faut aussi savoir que Greg Ragui était en contact avec l'Espérance de Tunis l'été dernier. Et que quand on voit ce que propose Jaïdi, il y a peut-être des regrets du On n'a côté pas non de plus les mêmes. Il n'y a pas non plus les mêmes joueurs Wydad à l'Espérance. Exactement. Peut-être intrinsèquement, je pense que ceux du Wydad, ils ont quand même un niveau au-dessus. Après, ça peut être un prétendant. Pas forcément, justement, quand tu regardes, Regragui a ramené des joueurs qu'il avait avant. Il y a eu Daoudi, celui qui est très bon au coup de pied arrêté. T'as Jaïdi à droite, c'est des joueurs que Regragui avait avant. Quand on voit que le Walid El Karti il est parti, t'as comment il s'appelle Ounajem. L'attaquant qui joue en Turquie. Al-Ka'bi. El-Ka'bi, donc tu te dis quand même que ça va être dur de les remplacer. Au final, voilà, t'as Guillaume Benza qui était limite inconnu dans le championnat tunisien, qui devient aujourd'hui qui fait une très bonne compétition au sein du continent. Je pense que vraiment c'est un travail de Regragui, et je pense qu'après la Coupe du Monde, à mon avis, il ira remplacer Vahid Halilhodžić. C'est un prétendant à l'équipe nationale. Très facilement, je pense. Peut-être un peu jeune pour l'équipe nationale. Après, Non, il était adjoint de Taoussi en 2013. Il est resté 2 ans. Après, il est resté 5 ou 6 ans au FUS. Il est parti à Doha. Et là, il revient. Je pense que c'est un entraîneur avec une personnalité. Il est très humble. C'est pas le genre de type que le succès fait monter ou transforme. C'est quelqu'un de très malin. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a un plan de carrière. Il sait ce qu'il veut, il a faim. Et c'est une boule d'énergie, je pense. En tout cas, on le voit sur le terrain. Mohamed, il y a une équipe... avant de tourner cette page Ligue des Champions d'Afrique, il y a une équipe qui manquait cette année, c'est Zamalek. Zamalek qui s'est complètement raté. Comme l'année dernière. Que se passe-t-il Zamalek, au sein de ce club? Finalement, c'est logique. Enfin, on a c'est un peu, je le vois à l'image par exemple de l'Allemagne, de la Bundesliga, où tu as le Bayern et Dortmund qui survolent complètement le championnat, mais qui malheureusement parfois sur de mauvaises phases arrivent en Afrique, ils n'y arrivent plus, ou comme en Europe pour les 2 clubs allemands. Là, c'est la même chose, c'est logique. L'année dernière, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu les problèmes avec Carteron. Aujourd'hui, on a ramené. Il y a des problèmes en interne. Comment t'expliques? Parce que le Zamalek, pour moi, dans le 11 en Afrique, c'est peut-être la meilleure équipe en fait. Non, il y a un problème. Mais ça, j'en avais discuté avant qu'il soit là. Les prolongations aussi de contrat. Il y a un problème d'organisation à Zamalek. On va laisser répondre Mohamed. Non, je pense que c'est vrai. Il y a sur le papier, quand tu prends individuellement, il y a des joueurs exceptionnels. Fatou, Elwench, Gabaski, j'ai pas trop envie d'en parler. Zizo. Saifeddine Zaziri, un très grand neuf. Un peu d'humour. Matlouti. Mais finalement, collectivement, après, quand t'as pas le plan de jeu qui suit, ça mène à rien. Et c'est ce qui s'est passé avec Carteron. Aujourd'hui, ça essaye. Y a-t-il des problèmes financiers au sein de ce club? Oui, il y a des problèmes financiers. Il y a des problèmes financiers. D'accord. Ça, je vous l'avais dit. Bon, ça se comprend parce que aujourd'hui, il y a des problèmes organisationnels et financiers. Déjà, comment tu vires Carteron et tu l'appelles après? Déjà, c'est un problème, ça, déjà. Tu vires pas un coach pour le reprendre après. Espérons les revoir l'année prochaine en tout cas, mais en championnat ça a l'air de plutôt bien se passer. Ils sont premiers, avec quelques matchs en avance, mais... Oui, mais pas mal de matchs nuls ces derniers temps. Pas mal de matchs nuls. Des victoires qui arrivent dans les dernières secondes, sur des exploits individuels, donc ça paye pas sur le long terme ce genre de choses, et on va voir à la fin ce que ça donnera. Mais potentiellement, avec Jaziri comme attaquant, c'est compliqué. Mais attention à Pyramide qui peut prendre leur place en Ligue des Champions. Pyramide qui sont deuxième. Moi, j'aimerais bien voir quand même Pyramide l'année prochaine. Pyramide qui a été demi-finaliste de la Coupe de la CAF cette année. N'oublions pas. Donc c'est une équipe qui... Quart de finaliste, ils sont sortis contre le TP Mazembe. Quart de finaliste, autant pour moi. Quart de finaliste, mais qui était une équipe qu'on voyait aller plutôt... c'est une équipe un peu à l'image du PSG où tu as beaucoup de stars qui sont là un petit peu pour prendre d'un cachet et puis rentrer à la maison, et qui sont pas forcément là pour le club lui-même. Fatah, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai envie de dire c'est l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a fait le meilleur parcours, qui a tapé Zamalek, qui a tapé le champion d'Angola, qui a tapé le champion du championnat algérien, qui a tapé l'Ahli en finale. Donc je pense que c'est mérité au vu du parcours que de toute façon, je pense qu'on a tous été unanimes lorsqu'on faisait des missions, on a tous dit qu'il y avait El Ali, parce qu'on est obligé de les mettre en tant que favoris, puis Wydad qui était archi favori aussi. Au vu de leur parcours,
toujours, c'est largement mérité. Bon, on va passer à la Coupe de la CAF. Et là encore, les honneurs au football marocain. Parce que c'est Berkane qui gagne au tir au but contre Orlando Pirates. Très rapidement, Berkane, qui est un habitué de cette compétition. Raïd. Bah oui, un habitué depuis 3-4 ans, donc ça a été quand même une ascension assez rapide pour ce club, parce que bon, il y a 10 ans, Berkane, c'était un petit club de la Boutoula que personne ne respectait, on va dire, entre guillemets. Club qui est géré par qui était président, qui était Fawzi Lekzer à l'époque. Maintenant, bon, on va dire qu'il gère peut-être de loin le club. Mais oui, deuxième Coupe de la CAF en 3-4 ans, c'est quand même un exploit pour cette équipe. Avec des joueurs, il y a encore des joueurs qui étaient là il y a 3-4 ans. Il y a eu du remaniement aussi. Bon, après, c'est vrai que la Coupe de la CAF cette année avait quand même un peu de niveau. Il y avait les Pyramides, il y avait le Mazembe, il y avait le Masri. C'est ce que j'allais dire, moi. Cette Simba. Coupe de la CAF, où on a eu des équipes qui venaient tout droit de la Ligue des Champions, comme Simba qui avait fait une bonne Ligue des Champions l'année dernière. On est en battant, je crois, El Ali. En phase de groupe, 3-0. Il y avait le TP Mazembe, il y avait le CS Sfaxien. T'as vu cette compétition de quel œil? D'un œil lointain un peu, mais à partir de l'instant où les clubs égyptiens ont été sortis, donc je l'ai plus trop suivi. Mais, il y avait le club de El Masri qui est entraîné par Mouine Chabani. Qui est parti, Mouine Chabani. Pour cause de résultats? Apparemment, ouais. Pour cause de résultats, il est parti? Je pense qu'il y a eu une dernière défaite. Je crois qu'il y a eu une résiliation à l'amiable. Il voulait partir, et puis je pense que le club ne voulait pas le l'a prolonger. retenu. Donc, Fatah, un mot pour Berkane? À l'image un peu de ce que je disais sur Louis Ded, Berkane, elle avait dans sa poule Lasek et Simba. Elle est arrivée en quart. Elle a tapé. En demi, c'était le TP Mazembe, ça c'est sûr. C'était le TP Mazembe qui a tapé Pyramids et en finale, elle bat le Orlando Pirates. Bon, comme l'a dit Raïd, c'est une équipe qui a dit. Al-Masri, en quart de finale. Il y a 10 ans, quand tu parlais de Berkane, on te parlait ou de l'équipe de basket ou d'El Guerrouj, le médaillé olympique. Aujourd'hui, on a mis Berkane sur la carte du football, grâce notamment, comme l'a dit Raïd, à Fawzi Lekzer, parce que c'est un club qui, il y a 10 ans, était en amateur. Il a grimpé tous les échelons pour être 2 fois vainqueur de la Coupe de la CAF, sachant que la particularité de Berkane, c'est qu'il n'a jamais remporté la Botola, et je crois que c'est une spécificité parmi ceux qui ont gagné. Ils n'ont jamais joué la Ligue des Champions aussi ou pas? La Ligue des Champions. Deuxième. J'ai un doute, mais c'est en tout cas en phase de groupe. Exactement. En tout cas, Berkane n'a jamais gagné la Botola et remporté la Coupe de la CAF en ayant joué 3 finales. C'est quand même à mettre au crédit aussi d'Ibengue. Il le mérite parce que c'est un club sérieux. C'est un des clubs avec les forces armées de Rabat et le Suisse Rabat. Superbe académie aussi. Entraîné par Ibengue. Voilà, et entraîné par Ibengue qui respecte, on va dire, ses contrats, où les joueurs sont payés en temps et en heure. Ça déjà aussi, c'est un gros paramètre qu'il faut prendre en compte, et c'est un club géré comme un club professionnel, quoi. Donc il y a des joueurs, tu disais, il y a eu un remaniement, mais il y a des joueurs, ça fait longtemps qu'ils sont là, comme le défenseur central Dayo, justement. Le Burkinabé qui est là. Il y a l'Arbi Namsaoui qui avait mis un coup franc il y a 2 ans face à Sfax. Il y a des gars, ça fait très longtemps qu'ils sont là, donc il y a aussi une colonne vertébrale au sein de ce club. Très bien, on va tourner cette page et on va parler de la Ligue des Champions d'Europe. On va élever un peu le niveau. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Le Real Madrid qui gagne sa 14e Ligue des Champions face au Liverpool. Face à Liverpool, un match 1-0, un grand Thibaut Courtois, un Benzema qui marque mais un but hors jeu. Ce match, Raïd. Mais c'est une bonne transition parce que on a parlé de Wydad Leal, c'est quand même le Real de Madrid d'Afrique. Donc voilà, ça a été un peu la même physionomie du match que le match qu'on a vu hier soir, c'est-à-dire un Real de Madrid qui avait faim, qui savait ce qu'il faisait, avec un entraîneur hors pair, Carlo Ancelotti, qui pareil, qui a écrasé, on va dire, Klopp au niveau tactique. Avec une équipe qui tourne à 13-14 joueurs toute la saison, c'est quand même un exploit. Moi personnellement, je voyais vraiment pas le Real de Madrid remporter la Ligue des Champions, que ça soit à partir des 8e, quart, demi, avec tous les exploits qu'ils ont réalisés. Honnêtement, c'est là qu'on voit les grandes équipes. Franchement, 14 Ligues des Champions, il y a vraiment le Real et les autres en Europe. Mohamed, Benzema, Ballon d'Or? Pour moi, personne ne peut lui prendre là maintenant. Après, comme je le pense toujours, c'est quand même subjectif.
un journaliste du Kazakhstan a plus de pouvoir que nous et a plus de pouvoir que l'objectivité, donc il choisira ce qu'il veut. Demain, par exemple, le journaliste sénégalais, il va mettre Sadio Mané en numéro 1, il va ni mettre Salah, ni mettre Benzema, par exemple, ou De Bruyne dans son top. Forcément subjectif, mais si je devais être le plus objectif, pour moi, c'est Karim Benzema, oui, le ballon d'or là actuellement. Il répond à toutes les attentes, Fatah Benzema. Ouais, c'est vrai qu'il fait une superbe saison, même si en finale, il n'a pas fait le match qu'on aurait attendu. L'image de du lui. Real, je te dirais. Hein. Ouais, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord. Pour moi, Ancelotti, il n'a pas bouffé tactiquement Klopp. C'est juste que malheureusement, dans l'efficacité, Liverpool, elle a pas mis les buts qu'il fallait mettre. Elle a pêché, ouais, avec un grand Courtois. Et si tu veux, le Real joue en contre avec un bloc super bas, et en contre, ça va vite avec Vinicius et Benzema. Mais pour en revenir à Benzema Ballon d'Or, oui, aujourd'hui, qui peut lui enlever le Ballon d'Or? Je sais pas qui. Mais je crois qu'il y a eu un changement au niveau des votes pour le Ballon d'Or. Je crois qu'il y a les capitaines qui... Voilà, il n'y a que les capitaines. Je crois pas qu'il y a les journalistes. Il n'y a plus les Effectivement. journalistes. Depuis le scandale de l'année dernière, donc, et puis, c'est sûr qu'ils étaient obligés de changer. Hein. Bon, un match qui a été, on a parlé beaucoup de ce match avec tout ce qui s'est passé autour, hein, notamment l'accès au stade. L'accès au stade, qu'est-ce qu'on a pensé toi, Tariq, de tout ça? Organisation zéro, hein, c'est un peu à l'image du pays, on va dire. Je vais être un peu cru là-dessus. Il y a une descente aux enfers au pays socialement, économiquement. Bon, je ne vais pas faire de la politique ici, mais on va dire qu'aujourd'hui, la finale au Stade de France, même si elle a été à la dernière minute, c'est quand même la France, c'est quand même Paris. Tu peux organiser quand même une finale de Champions League. Là encore un peu comme la Ligue des Champions en Afrique, une décision qui a été prise vraiment sur le tard. Hein. C'était bien sûr, parce que ça devait être Moscou à la base. À Moscou. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, ça s'est fait au Stade de France. C'est ça. Maintenant, mais c'est surtout le mensonge au faux billet. Là, il y a une, mais ça a confirmé. Il y a une réaction de la latérale gauche Robertson qui disait que moi j'ai donné des billets justement à des amis, à des membres de la famille. On leur a dit que c'était des faux billets. Alors que pas du tout, lui il a les billets officiels du club. Après je pense que ça fait une très mauvaise image pour l'État français. Il ne faut pas oublier que dans 2 ans il y a les Jeux Olympiques. C'est surtout ça. La Coupe du Monde de rugby. Bon, je pense que la Coupe du Monde de rugby ce sera mieux organisé. Bon, on n'a pas les mêmes spectateurs, c'est vrai. On n'a pas les mêmes spectateurs. La clientèle est totalement différente que le football. Mais après pour les JO, moi j'ai peur, comme disait Raïd. Pour les JO ça fait peur et là ce qui s'est passé en finale, voilà. Après le football ça reste quand même à part. Les JO, je suis bien d'accord. C'est vrai que c'est un événement planétaire, mais là, aujourd'hui, tu fais une finale à Saint-Denis. Déjà, la première des choses, tu envoies des places à la mairie, aux associations sur place, etc. C'est normal qu'il y a des gens, des habitants de Saint-Denis, qui disent attends, la finale elle à 100 mètres de chez moi et j'ai pas de place. Pour rappel, il y a eu 20 000 places pour les supporters de Liverpool et 20 000 places pour les spectateurs. D'accord. Et moi, je connais des journalistes qui n'ont même pas eu d'accréditation pour y aller. Ils ont des accréditations pour faire tous les événements du monde et chez eux, ils n'ont pas réussi à les avoir. Parce que tu as des journaux comme L'Équipe, comme Bein Sport, etc., qui eux payent, parce qu'ils ont une trentaine de journalistes, et du coup ils peuvent y accéder, mais les autres ils se sont sentis lésés. Et je pense qu'il y a certains habitants de Saint-Denis ou des environs qui ont eu la... sans les défendre bien évidemment, mais je pense que ça a été mal géré même sur l'attribution des places. Bon, en tout cas, une finale qui a été remportée, on va peut-être pas dire haut la main, parce que le Real a eu 4 tirs, un but. Oui, mais à partir des 8e, il y a le Paris Saint-Germain. Ouais, voilà. Ensuite, le parcours, c'est le il y a Chelsea. Ensuite, il y a City. Et là, on se dit, c'est impossible. Et ils y arrivent quand même. Et ils gagnent cette finale. Donc, c'est très bien. Le Real Madrid qui gagne sa 14e, grande institution du football. Et puis. Et Benzema Ballon d'Or. Ballon d'Or. Un petit mot sur Kylian Mbappé qui va pas signer au Real, Raid. Je trouve que c'est une bonne décision pour ce joueur. Je pense que, comme on l'a dit, il vaut mieux qu'il écrive l'histoire dans son propre pays que dans un club qui a déjà 14 Ligues des Champions. Puis bon, on va pas se mentir, le pactole qu'on lui offre, je pense qu'il y a personne qui pourrait le refuser. Bon, c'était le même au Real, hein. Plus ou moins, on était à peu près sur les mêmes chiffres. Moi, je suis pas sûr. Qatar, moi, je suis pas sûr. Ça, c'est de la com. C'est juste pour dire. C'est ce qui est déclaré, on va dire. Ça, c'est juste pour dire, mon fils, il a pas choisi l'argent, il a choisi aussi le projet. Vous pensez que Paris a quand même mis plus sur la table, Tarek ? Je pense qu'ils ont mis plus sur la table, mais je pense qu'aussi il y a le fait qu'il veut écrire l'histoire à Paris, mais vraiment là on en est persuadé. Et qu'il a des garanties, je pense, maintenant sportives. qu'il y a des garanties aussi derrière, parce que s'ils auraient proposé moins que le Real, c'est sûr qu'ils seraient partis au Real, je pense, parce qu'il y a papa et maman derrière. Bon, écoutez, on verra ce que le Paris Saint-Germain fera, et toujours à la recherche de sa première Ligue des Champions. Nous avons parlé de la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en juin prochain en Côte d'Ivoire. Dans quelques jours.
Les premiers matchs dans quelques jours. Les premiers matchs, oui, dans quelques jours, effectivement. Tunisie, Algérie, Maroc, l'Égypte. La Tunisie, on va commencer par la Tunisie. Raïd, Dylan Brown n'a pas été convoqué. L'entraîneur s'en est expliqué. Que s'est-il passé ? Bah écoute, ça fait polémique en ce moment en Tunisie, donc c'est effectivement Dylan Brown qui n'a pas été convoqué. Donc visiblement le coach compte malgré tout sur lui dans les prochaines échéances. Ce qui interpelle, c'est quand même la convocation, même s'il n'est pas dans le groupe de Yacine Meslier, qui s'était fait les ligaments face aux Émirats, je crois, ou à Oman en Coupe arabe. Donc je vois pas l'utilité en fait de le ramener. Enfin si, ça envoie surtout un message pour dire que ce joueur-là sera quoi qu'il arrive en Coupe du Monde. Maintenant voilà, je vois qu'il y a le défenseur central du CSS, Ali Alam. Bon, il est bon, c'est un jeune joueur, mais il y a Gandry aussi qui est là. Honnêtement, je suis pas sûr que ces deux joueurs-là ont le niveau de Dylan Brown. Dylan Brown, c'est quand même un joueur qui joue en Ligue 1, c'est quand même un capitaine d'une équipe, c'est quand même un joueur qui va vite rebondir malgré la relégation du FC Metz. Voilà, des joueurs qui jouent enfin voilà, c'est pas pour jeter la pierre sur Nader Gandry, ça reste un bon joueur, de base c'est un numéro 6, maintenant il est défenseur, il fait une bonne saison au club africain, mais le club africain lui ne fait pas non plus la meilleure saison de son histoire, c'est un joueur qui a eu du mal quand même en Belgique, qui a eu du mal en Bulgarie, donc Dylan Brown, on ferme pas la porte, aujourd'hui il y a toujours possibilité. Mais ça reste quand même assez bizarre de voir qu'il n'a pas été convoqué. Très bien. Côté égyptien, l'Égypte qui se retrouve avec la Guinée, le Malawi, l'Éthiopie. Ouais. Premier match de l'Égypte contre la Guinée. Du côté égyptien, comment on le sent côté égyptien, on le sent plutôt bien. Là, on avait une liste hier avant la finale sans les joueurs d'Al Ahly. Ils ont été rajoutés pour voir s'il allait y avoir des blessures ou non, des joueurs qui voulaient du repos. Tout le monde a été rajouté, à part Mohamed Cherif, le buteur, vu qu'il est sous-performant en ce moment. Mais sinon, de la jeunesse a été rapporté, au milieu de terrain notamment, des joueurs qui peuvent être plus créatifs, parce qu'on a vraiment ce problème-là au milieu de terrain. C'est Ihab Galel qui aime jouer en 4-3-3, avec vraiment des numéros 8 qui savent avancer, qui savent produire le jeu. Donc je pense que fini les longs ballons. Maintenant, il y a aussi des vieux, un peu toujours cette mentalité du respect de l'ancien, notamment sur beaucoup d'équipes africaines. On doit toujours ramener les trentenaires, toujours encore. Parfois, on n'a plus besoin de cette expérience. On a des joueurs de 26-27 ans qui ont l'expérience, mais on ramène encore les trentenaires. Donc c'est le petit point négatif, mais sinon, une liste qui présage bon pour l'avenir de la sélection nationale. Très bien. Niveau la sélection marocaine de Vaïd. La sélection marocaine qui va jouer face à l'Afrique du Sud et Libéria. Oui. Le Zimbabwe a été exclu par rapport à des problèmes d'ingérence. Donc c'est un groupe A3. Voilà, donc ça sera un groupe A3. Il y a eu le retour de Mazraoui et d'Harit. Sinon, le reste, c'est le cas Ziyech, on en est toujours. Ziyech, je pense qu'il ne reviendra pas, c'est tout. Il ne jouera pas le mondial tant que. Je pense que Vaïd, il va le faire. Il va jouer le mondial. Il va être là, présent. Et Ziyech, il ne reviendra pas parce qu'il a un problème avec le coach. Voilà, je pense que c'est un. Malgré que l'Agja a tout fait pour. Oui, mais après, c'est Mazraoui est revenu. Mazraoui est revenu, mais Ziyech, c'est particulier comme caractère, comme personnalité. Et voilà, il veut s'épanouir en dehors de la sélection tant que Vaïd est là. Donc c'est pas. Je pense qu'il a dû dire tant que Vaïd est là, je viens pas. Après, c'est son choix. Des fois, c'est des incompatibilités d'humeur. Après, je pense que je pense que ça a dû vraiment aller loin parce qu'il avait quand même accepté de redialoguer avec Hervé Renard à l'époque. Donc ça, justement, ça va aboutir. Après, le défaut de Vaïd, c'est que dans sa comme il a pas, des fois, il sait pas super bien s'exprimer. Le vocabulaire, il est pas varié, donc du coup, il va à l'essentiel et des fois, il mâche les mots, il dit des choses qu'il veut pas dire. Et je pense que ça lui a été rapporté et que du coup, il veut pas revenir en sélection, mais c'est dommage parce que la sélection c'est pas Vaïd, c'est le Maroc. Voilà, il y a aussi, il est un peu, personnellement, je pense que les deux sont fautifs. À un moment donné, on joue pour la nation, on doit aussi faire des concessions et puis. Exactement. Et comme il disait Fatah, je pense qu'il y a une incompatibilité, entre les deux personnages, quoi. Ils peuvent pas se voir, ils peuvent pas se saquer. Non, mais moi je suis persuadé que c'était juste un malentendu. En tout cas, il y a un match amical face aux USA demain tôt. À 1h. C'est demain, le Maroc joue demain. Ce soir, à 1h du matin. À 1h du matin, avec le décalage horaire. Donc ça sera genre les joueurs du Wydad. Non, ça sera. Il a convoqué Attila, mais ils viendront après le match amical.
Bon, on l'a peut-être oublié, mais un très bon match demain. La finale entre le vainqueur de la Coupe d'Europe, l'Italie, et l'Argentine. Donc, match qui va se jouer à Wembley. Ça va être un bon match. Je pense que là, on est plus sur un remaniement de l'effectif au niveau de l'Italie. Je pense que ils sont pas en Coupe du Monde. La prochaine, c'est dans 4 ans. Donc, à mon avis, il va avoir une équipe inédite sur le terrain. Il a ramené un attaquant. Un attaquant d'origine ghanéenne ou nigériane, un petit de l'Inter. Ouais. Pour sans doute pallier la blessure de Chiesa, qui s'est fait les ligaments il y a quelques mois déjà. Exactement. Si Ziyech et Vaïd ne s'entendent pas, le Burkina Faso s'est rattaché les services d'un certain monsieur Velud. Tarek, qui est très bien passé pour en parler. C'était pas facile, parce que le ministère avait bloqué un petit peu, mais au final, on a trouvé... on va dire un compromis avec le ministère. Donc ça s'est fait, ils sont dans un groupe assez homogène avec le Togo, le Cap-Vert et Eswatini. En fait, l'Eswatini, c'est le nouveau nom du royaume de Swaziland, qui est une petite équipe qui est enclavée en Afrique du Sud, un peu comme le Lesotho. Voilà, un groupe assez mitigé. Faire attention au Cap-Vert, ça va être le premier match justement pour Hubert Velud et ses hommes. Velud qui était au Soudan. Au Soudan, c'est ça. Et au Soudan, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait qu'en interne, il y a eu de gros soucis. Voilà. Et du coup, alors au Soudan, comme je l'avais expliqué dans les premières émissions, en fait, il avait fait l'exploit de qualifier le Soudan en Coupe d'Afrique des Nations, en battant le Ghana et l'Afrique du Sud, quand même, c'était pas rien. Et se qualifier aussi à la Coupe arabe des Nations en battant la Libye. Le problème, c'est qu'il y a eu 2 coups d'État entre-temps au pays. Je pense que l'ami Mohamed, étant donné que c'est Soudan, ils sont les frères ennemis, connaît un petit peu ce qui se passe là-bas. Et du coup, il y a aussi un remaniement à la fédération. C'est-à-dire que le président historique aussi a été dégagé. Du coup, on dégage tout le monde. Et si vous voyez l'équipe nationale aujourd'hui du Soudan, 90% de l'équipe, c'est des nouveaux joueurs. Et du coup, quel est l'objectif aujourd'hui, la barre est très haute parce qu'il ne faut pas oublier que Kamou Malo, donc l'ancien sélectionneur local, a emmené en demi-finale les étalons du Burkina Faso. Donc, a priori, ça devrait être minimum la finale, voire la CAN. Voilà la finale la finale de la Coupe d'Afrique. Pour les étalons. La fédération est assez ambitieuse. Le ministère aussi. Mais ça se comprend parce que Kamou Malo, un coach local, a amené les étalons en demi-finale. Exactement. Ils ont fait un match, ils menaient 3-0 le Cameroun, un match de... Mais c'est ça qui a un peu scellé aussi son avenir, c'est qu'à un moment donné, tu gagnes 3-0. Et tu te fais rattraper, tu perds au pénalty face au Cameroun. Et on lui donne un objectif au niveau africain, donc au niveau continental, et la Coupe du Monde. Justement, c'est bien que tu en parles, ça c'est la deuxième partie, parce qu'à la base on était parti sur un projet 2022-2026, mais avec une étape Coupe d'Afrique déjà, faire un point, voir ce qui va se passer à la Coupe d'Afrique. Déjà, il faut se qualifier, parce qu'il n'y a pas de petite équipe en Afrique, on le sait aujourd'hui, et il l'a rappelé en conférence de presse il n'y a pas longtemps. Et après, il ne faut pas oublier, et ça concerne tout le monde en Afrique, il y aura 9 places pour la Coupe du Monde en 2026 et une 10e qualificative, je crois, au barrage avec une équipe asiatique, si je ne me trompe pas. Donc, 9,5. Voilà, donc le Burkina Faso, je pense qu'elle a toutes les chances d'y participer à cette Coupe du Monde. Rappelons que le Burkina Faso n'a pas perdu contre l'Algérie en aller-retour. C'est d'accord, l'aller qui s'était joué au Maroc pour des... C'est une très bonne équipe qui est arrivée en 2013 en finale avec Paul Put, qui est arrivé en 2015 exactement. 2015 aussi. Un joueur d'Auxerre. 2015 aussi en demi-finale, je crois, 2017, ou en finale encore. 2017, pardon. Et là aussi qui était à la Tunisie, non? Et là qui perd contre le Sénégal 2-1. D'ailleurs, Koulibaly a dit que c'était une des équipes les plus fortes qu'il a rencontrées. Le Burkina. Voilà, et qui est la bête noire de la Tunisie. Et qui ont battu la Tunisie. La bête noire de la Tunisie. Qui a battu la Tunisie effectivement en quart de finale. Les rencontres, c'est compliqué quoi. Bon. Un petit saut sur nos amis algériens. L'Algérie qui veut faire revenir Andy Delors, d'après les dernières informations. Visiblement, Belmadi s'est rétracté. On l'avait senti très furax ces dernières semaines face à... Le Jamel Comedy Club. Face à Andy Delors. Belmadi qui a dit qu'il méritait sa place en Coupe du Monde, vu qu'il avait battu toutes les équipes africaines, et puis Jalel Kadri, l'entraîneur de la Tunisie, qui lui a répondu. Oui, et puis mais je pense que face au manque de numéro 9, il n'y a pas le choix que de le récupérer. Il faut dire qu'Andy Delors il fait quand
quand même une bonne saison avec Nice. Il met des top buts, c'est vraiment très bon élément. Enfin voilà, moi je serais sélectionneur de l'Algérie, je le sélectionnerais sans hésiter. Surtout aujourd'hui quand on voit que à Bounedjah ça fait 2 ans et demi qu'il est plus long que c'est la descente aux enfers. Slimani, on le voit il commence quand même à prendre de l'âge. Même au Qatar, on n'entend plus parler. Il joue plus au Portugal, Slimani. Donc je pense que voilà, il est obligé un petit peu de faire avec ce qu'il a. Et il s'est remis en question surtout. Aujourd'hui, les deux des meilleures stars africaines qui sont Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui ne va pas rejoindre la sélection. Est-ce que Mohamed Salah peut se permettre de ce genre de choses avec l'Égypte par exemple? C'est un peu plus difficile. Pas du tout. Franchement, je pense pas du tout qu'il puisse se le permettre parce que c'est quand même quelqu'un avec qui on est très critique. Beaucoup sont très critiques vis-à-vis de lui par rapport à son niveau. On entend beaucoup dire tu fais ça avec Liverpool, tu fais pas ça avec l'Égypte. C'est normal. Bon, bien sûr, ça se comprend. Ça se comprend, mais c'est quand même. Il joue pas avec les mêmes joueurs. C'est vrai. Au milieu de terrain, il n'y a pas Thiago Alcantara aussi. C'est vrai. Déjà, il est très critiquable. Alors, s'il se permettait un jour, pour X raisons, de ne pas venir jouer des matchs avec la sélection nationale égyptienne, ça passerait pas du tout pour le coup. Mais ça, je rebondis là-dessus, parce qu'on n'avait pas parlé par rapport au Burkina Faso. Il y a une autre deuxième blessure après Mahrez. En tout cas, Alain Traoré Bertrand Traoré, une absence diplomatique. Donc, soi-disant, il s'est blessé à Aston Villa. Mais le changement, on va dire, de cap de la fédération burkinabèse, je pense, a joué beaucoup de choses. Après, on sait que c'est vrai que les dates FIFA du mois de juin, elles sont problématiques, surtout pour les joueurs qui ont une grosse saison, etc. Maintenant, pour en revenir à Mahrez, ce qui est dommageable, c'est que ce type de joueur, du matin au soir, sur les postes ou quoi, ça parle du peuple, etc. C'est scotché à la bouche. Il est capitaine, donc normalement, il doit montrer un certain exemple. Et au moindre petit coup de vent, dès que c'est un peu moins glorieux, on préfère aller en vacances. Après, ce que je peux comprendre après une grosse saison, maintenant, quand tu es capitaine, tu dois montrer l'exemple. Mais c'est pas un leader, c'est un capitaine et pas un leader, comme on lui disait dans les précédentes. Non, en fait, c'est un capitaine, mais pour les beaux jours. Il y a des capitaines quand tout va bien. Mais quand tout va mal, il n'y a plus personne. Justement, aussi pour rebondir à ce que disait Mohamed, il faut aussi prendre conscience, parce qu'on dit souvent que voilà, les journalistes en Algérie, les Égyptiens dans le football, ça met énormément de pression. Ils sont très bruyants, très nuisibles. Le peuple. On est mauvais, franchement, on est mauvais, je le dis. Les Égyptiens, c'est dur. On n'est pas considérable déjà. Faut toujours gagner. Sinon, ça passe pas. De toute façon, l'Égypte, c'est l'Allemagne d'Afrique. C'est un peu ça. Mais c'est vrai, l'Égypte, on y va, c'est pour gagner. Et puis, on a ce côté très autocritique. On est plus fort que les autres. Voilà, un peu provocateur. C'est ce qu'on retrouve dans leur jeu. Ça, on pourrait très bien trouver l'excuse de il a qu'à venir, mais il joue pas. Mais au moins, il est là pour faire acte de présence, pour montrer qu'il est quand même là pour l'équipe. Bien sûr, ça, c'est quelque chose. C'est vrai ce qu'il dit Mohamed. Il pourrait rester sur le banc, mais au moins, il montre qu'il est là pour la sélection nationale, qu'il respecte le peuple. Oui, et puis c'est pas la première fois qu'il vient pas, Mahrez. C'est juste qu'il y a eu une période où tout allait bien pour l'Algérie, donc on fermait les yeux. Et là, forcément, il y a polémique parce qu'ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Mais après, pour le défendre, entre guillemets, ça se fait dans toutes les sélections. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je disais, quand tu titilles un peu cette fibre patriotique et que tu as ce discours-là un peu populiste, ça passe un peu moins bien, tu vois. Quand Salah, je l'entends pas, le peuple, ceci, cela, et pourtant il est toujours présent. Maintenant, ce qui est dommageable, c'est tu vois le double discours de Belmadi en conférence de presse où aujourd'hui, il te parle de secret médical. Et généralement, quand un sélectionneur il se met à parler de secret médical, c'est qu'en vrai, le joueur il n'est pas blessé. Son rôle également. Domenech avait fait la même. Parle de blessure diplomatique. Son rôle, c'est aussi de protéger son joueur. Je croyais qu'il n'avait pas de passe droit, son capitaine. Donc visiblement, il en a des passes droits. Diplomatiques. Comme Traoré, évidemment. Ce qu'on reproche à Belmadi aujourd'hui, c'est que c'est peut-être même Mahrez aujourd'hui qui a les commandes en fait. Et on voit bien que Belmadi s'est peut-être fait trop ami en fait avec certains joueurs, qui fait qu'aujourd'hui il a peut-être fait des mauvais choix ces derniers mois et qui est peut-être à causer la perte tout simplement de l'équipe nationale. Mais au moins il y a une remise en question, parce que vu de Belmadi, on se disait peut-être qu'il a jamais se remettre en question, convoquer les mêmes joueurs, etc. Il a essayé de apporter du renouveau et puis on verra. Il y a une remise en question, mais elle est un peu tardive malheureusement. C'est ça le truc, je pense. Cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, va-t-elle nous faire oublier ce qui s'est passé au Cameroun avec tous les problèmes? Si, je pense qu'en Côte d'Ivoire, et ça je l'avais déjà dit. Je pensais que tu parlais de l'Algérie en fait. Non. Le fait que la Côte d'Ivoire organise cette Coupe d'Afrique en 2023, va-t-elle nous faire oublier ce qui s'est passé au Cameroun? Ça, j'en avais parlé pendant justement le déroulement de la CAN. Si vous vous
Souvenez, en Côte d'Ivoire, ça va pas être la même chose parce que c'est un gros pays, il est beaucoup mieux structuré. Voilà. Aujourd'hui, moi, l'info que j'ai eue, c'est qu'apparemment la CAN se déroulerait pas en juin 2023. Pourquoi ? Parce qu'il y a la saison des pluies. Ça va être très compliqué de faire des matchs. Maintenant, la CAF ne l'annonce pas officiellement parce que la Côte d'Ivoire a quand même un peu de retard sur les travaux. Donc elle va leur dire au dernier moment pour qu'en janvier 2024 soit prête. Très bien. Voilà. À prendre avec des pincettes, mais ça va pas plaire aux clubs en Europe, ça. Le problème, c'est qu'ils ont fait plaisir aux clubs en Europe en le mettant en juin 2023. Mais le problème, il est climatique. Si tu dois reporter 3 matchs. Mais dans ce cas-là, il faut plus la mettre. Ah non, il faut plus la mettre. Non, ça dépend en fait des pays. Si tu la mets en Afrique du Nord, il n'y a pas de problème de la faire en juin. Par exemple, il dit que ça va pas plaire aux clubs européens, mais ça va surtout pas plaire aux nations africaines. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certaines nations qui ont voulu boycotter les matchs qui arrivent parce que le calendrier est trop serré. Exact. Et que alors si on va leur dire qu'au final elles se font en janvier 2024 et que ces matchs-là qu'on a fait au mois de juin, on aurait pu les faire l'année prochaine. C'est là que ça va. Moi, je suis quasi sûr que ça va être reporté en janvier 2024. Maintenant, c'est pas décidé. En tout cas, on avait entendu le président de la Fédération tunisienne de football qui était monté au créneau par rapport à cela. En tout cas, on va pas s'y prendre tout de suite par rapport au pronostic qui peut la gagner parce qu'en un an c'est un peu trop tôt. Voilà, en tout cas la Côte d'Ivoire, est chez elle. vu ce qu'ils ont montré à la dernière Coupe d'Afrique, vu le niveau qu'ils ont, ils pourront aller d'ailleurs qui a nommé un nouvel entraîneur, si vous avez vu, Gasset par défaut, parce qu'au départ ils étaient le premier choix, c'était Camboiré, mais je sais pas pourquoi dans leur tête ils se sont dit que Camboiré allait venir en Côte d'Ivoire. Bon, Gasset, il faudra voir ce qu'il fait avec les sélections. En tout cas, merci d'être venu, merci à Mohamed. Merci à vous. Vous êtes, tu es le bienvenu aux prochaines émissions et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.